France Inter. Radio Star Berlin. It's morning edition from NPR News. France Inter, le 18-20, Fabienne Synthèse. Un jour dans le monde, c'est le monde 2 mois après le début de la guerre Israël-Hamas. La France est prête à ce que la coalition internationale contre Daesh puisse lutter aussi contre le Hamas. Je propose à nos partenaires internationaux, je l'ai évoqué avec vous ce matin, que nous puissions bâtir une coalition régionale et internationale pour lutter contre les groupes terroristes qui nous menacent tous. Cette phrase d'Emmanuel Macron lors de sa visite au Proche-Orient le mois dernier, qui a été évidemment beaucoup commentée et qu'il a aussi beaucoup nuancé, on y reviendra bien sûr. Bonsoir Éric Danon. Bonsoir. 5 semaines avant le 7 octobre, vous étiez encore ambassadeur de France en Israël. Si vous l'étiez encore aujourd'hui, comment résumeriez-vous à l'un de vos collègues diplomates les positions de la France depuis 2 mois ? Il y a les positions qui concernent l'après-conflit, qui sont celles que nous connaissons depuis longtemps, c'est-à-dire une solution avec un État palestinien et un dispositif permettant à tout le monde de vivre convenablement ensemble. Mais après, pendant la guerre elle-même, c'est à la fois l'approche humanitaire prônée par la France, et il y a eu encore là de l'aide humanitaire qui est arrivée, et puis la question des cessez-le-feu et la question des otages. Bon, c'est la position actuelle, alors même que de toute façon la diplomatie marque toujours ses limites en temps de guerre. Ouais. On est en plein dans la guerre, donc il ne faut pas espérer de la diplomatie. Lorsque vous avez 2 belligérants qui ont autant envie de continuer la guerre, c'est très compliqué bien de s'inscrire là-dedans. On va venir effectivement à qui veut l'arrêter réellement et le rôle de qui ça peut être. Mais enfin, Éric Danon, depuis 2 mois, on a l'impression qu'on court, enfin depuis 1 mois là, puisqu'elle a 1 mois cette déclaration, on court après cette déclaration pour tenter de la nuancer. C'est en tout cas le sentiment que ça laisse. Est-ce que vous n'avez pas aussi ce sentiment-là, vous ? Est-ce que ça nous a pas un peu démonétisé ça dans la région ? Non, c'est parce que le président s'en est expliqué dès le lendemain sur le tarmac de l'aéroport du Caire, et donc les choses sont revenues assez vite dans le... Et puis, encore une fois, le président, il a essayé certaines approches sur la zone, et voilà, c'est son mérite d'essayer, mais encore une fois, on est dans la guerre. Après tout, si on a le droit à l'erreur, est-ce que c'était une erreur, cette idée, cette approche-là, ou pas ? Encore une fois, il y avait... Alors, si on veut regarder précisément ce qu'il a dit à ce moment-là, vous avez quelque chose de positif, qui était... Il s'agissait de montrer à Israël que Israël n'était pas seul. Il s'agissait de montrer à Israël que nous étions... que nous considérions que... il y avait quelque chose de similaire dans les méthodes du Hamas et de l'État islamique, même si ce sont 2 organismes totalement différents. Mais en même temps, il y avait des ambiguïtés immédiates qui étaient que on n'avait pas demandé à nos partenaires de la coalition ce qu'ils en pensaient avant. Éric Danon, vous êtes resté diplomate, toutes mes félicitations. Oui, alors que je ne suis plus au Quai d'Orsay. Diriez-vous que nous aurions pu, à une époque, être le médiateur de ce type de conflit, et que ça, nous l'avons perdu, peut-être que certains de nos voisins aussi d'ailleurs, mais aurions-nous pu à un moment être quelque chose que nous ne sommes plus aujourd'hui autour de cette région ? Personne n'est le médiateur dans ce conflit. Ni la France, ni personne. Le Qatar est médiateur pour les otages. Mais encore une fois, vous avez 2 belligérants, 2 adversaires, qui veulent continuer la guerre, qui veulent se battre, des 2 côtés. Et donc, il n'y a pas de médiation à ce moment-là. Vous avez des pays qui ont une capacité de faire pression, comme les États-Unis, voilà. Et puis, des pays qui peuvent être médiateurs, encore une fois, dans l'affaire des otages. Mais vous n'êtes pas, je dirais, à l'époque de la médiation entre le Hezbollah, à qui nous ne parlons, le Hamas, à qui nous ne parlons pas, et Israël. Mais est-ce que nous serions en capacité, alors, si on arrive à se projeter, parce qu'à un moment, on va se retrouver dans une autre phase du conflit, est-ce que nous serions en capacité d'être ce médiateur-là, ou avons-nous perdu cette capacité dans cette partie du monde ? Alors, on l'a, si nous avons des solutions à proposer qui soient crédibles et qui permettent à tout le monde d'avancer. La position classique, je dirais, de la France,
aujourd'hui, il va falloir la reprendre, puisque justement, on voit que c'est la solution proposée par les Européens et par la communauté internationale depuis 50 ans, et elle n'a pas marché. Exactement. Et qu'on a subitement ressorti des tiroirs. Exactement, parce que les gens s'accrochent évidemment à des choses connues. Mais si nous faisons l'effort de penser à un règlement de la crise différent de celui qu'on a vu jusqu'à maintenant, alors oui, la France est crédible. Disons, je vois pas de pays européen plus crédible que la France pour se placer. Sauf que pour l'instant, d'autres solutions que celle à 2 États, nous n'avons pas. Et vous, comme vous l'avez dit, c'est ce qu'on ressort du formol. Pardon de le dire comme ça, mais c'est vraiment l'idée. Oui, on ressort une solution à... Mais vous verrez sortir, justement, c'est, pardon de dire, parce que c'est horrible comme expression, de cette guerre terrible, vous pouvez espérer que quelque chose de différent sorte, parce que c'est, je veux dire, l'avantage, entre guillemets, encore une fois, c'est horrible, l'avantage des guerres, c'est que ça change la situation. Après, Éric Danon, est-ce qu'il n'y a pas un aggiornamento à faire dans toutes nos chancelleries, au fond, nous les Français, mais pas seulement, les Européens et d'autres, parce que collectivement nous avions oublié, au fond, que ce conflit existait, parce qu'on s'est tous dit que pour la pacification du Moyen-Orient, l'idéal c'était ces fameux accords d'Abraham, que de toute façon l'histoire palestinienne, l'histoire de ce conflit est terminée. Est-ce qu'on n'a pas oublié, est-ce que c'est pas exactement ça qui nous est arrivé dessus, nous, diplomatiquement en tout cas, au moment du 7 octobre? Non, je crois pas que ce soit à ce point-là, si l'on peut dire. Ce qui est sûr, c'est que Israël l'équipe de M. Netanyahou a fait en sorte d'affaiblir considérablement l'autorité palestinienne et visait sans arrêt à prendre du territoire à l'intérieur de la Cisjordanie ou de la Judée-Samarie, comme on dit. Mais il est clair, et ce conflit le remet précisément au centre du débat, il n'y aura pas de stabilité au Proche-Orient tant que la question israélo-palestinienne ne sera pas réglée, je dis réglée et pas gérée, parce que pour le moment, elle était gérée. Et je vous entends, Éric Danon, et moi je me demande, en fait, lorsque vous êtes en poste, par exemple, est-ce que vous, l'ambassadeur, vous redites aux présidents qui sont là, aux présidents français, attention, n'oubliez pas le conflit, attention, tout cela est peut-être gelé, mais ça existe encore. Est-ce que ça fait partie de ce qui se disait, ou est-ce que même ça, on ne se le disait plus? Ah, mais non seulement on se le disait, on l'a écrit, dit, j'ai fait suffisamment d'interviews pendant les 4 années pour le dire et le redire, et j'ai proposé des choses un peu différentes de l'approche traditionnelle, pourrait-on dire, puisque je considère, à titre strictement personnel, que ce que nous prenons ne marche pas, et donc il faut faire autre chose. Voilà, après, il appartient aux autorités politiques de suivre telle ou telle manière de penser les choses différemment. Le président ayant, de ce point de vue-là, de grandes qualités d'ouverture vers des solutions différentes. L'autre chose, ça pourrait être quoi? Parce qu'effectivement, vous l'avez dit, cette solution à 2 États, aujourd'hui que bientôt il y aura, enfin pardon de le dire comme ça aussi, c'est très raide, mais que Gaza est dans un état terrible et que la Cisjordanie est un gruyère aujourd'hui. Est-ce qu'on remet tout ça à plat et on réfléchit à quoi? On réfléchit. D'abord, on prend la situation telle qu'elle est. Les Palestiniens n'ont jamais été aussi faibles de toute leur histoire. Bon, à partir de là, est-ce que quand bien même on créerait un État palestinien, ils pourraient s'en sortir? Non, ils sont trop faibles pour ça, pour avoir une gouvernance à la hauteur de la situation. Il faut donc les aider. Qui va les aider? Aujourd'hui, les Américains ne peuvent plus aux yeux des Palestiniens. Les Palestiniens ne veulent plus des Américains. Très bien. Les autres grands pays, je veux dire la Russie, la Chine, sont pas du tout dans le coup. L'Union européenne non plus au plan politique. Elle paiera sûrement pour la reconstruction, mais bon, pas plus. Après, vous avez les pays arabes. Et les pays arabes, ils ne veulent pas la fin du conflit. Parce qu'ils sont intéressés à ce que ça continue, parce qu'autrement, Israël devient une superpuissance, et puisque, surtout, ils ne s'aiment pas entre eux, et la seule chose qui les réunit, c'est la détestation d'Israël. Donc ils ont besoin qu'Israël reste un ennemi. Et pour ça que le conflit continue. Il y a un seul pays qui est intéressé à aider les Palestiniens et à bâtir quelque chose avec eux, c'est l'Arabie Saoudite.
C'est Vous voulez une administration Non, je veux pas une administration. Je dis que qui va les aider parmi les pays arabes, le seul qui se déclare, ça c'est MBS, qui se déclare prêt à les aider, c'est l'Arabie Saoudite. Et ça c'est intéressant, pourquoi ? Parce que un des éléments de la sortie de crise, c'est qu'il ne faut pas retomber dans le piège de laisser face à face Israël et les Palestiniens. En réalité, il y a jamais... À chaque fois qu'il y avait une médiation, on a vu des améliorations jusqu'aux accords d'Oslo. Mais aujourd'hui, vous les laissez seuls face à face, ça peut pas marcher. Donc il faut qu'il y ait un tiers de confiance, pourrait-on dire. Donc le tiers est celui qui négocie en même temps qu'il administre. Qu'est-ce qu'il fait, le tiers ? Il aide autant qu'il faut pour que cette administration palestinienne soit bâtie de telle façon que Israël n'ait pas de problème de sécurité. Si vous laissez l'administration palestinienne telle qu'elle est aujourd'hui, donc j'entends évidemment, que vous dites... les Israéliens vont dire la sécurité d'Israël. Donc vous dites on va sur place. Donc vous dites que l'Arabie Saoudite peut aussi prendre en main la sécurité à Gaza et potentiellement en Cisjordanie. Là, on serait en pleine politique fiction. Ouais. D'abord, ils peuvent pas le faire tout seuls. Il faudrait qu'il y ait d'autres alliés, mais elle peut aider à faire en sorte que la gouvernance palestinienne soit soutenue, financée, etc., et mise en place de telle façon que, dans le temps, parce que tout ça prend du temps, eh bien, c'est une gouvernance qui soit de nature à rassurer Israël suffisamment pour que Israël reste dans ses frontières actuelles. Mais est-ce que les Palestiniens sont d'accord avec ça, selon vous, qui étaient quand même très fâchés contre les accords d'Abraham, qui ont été signés notamment avec l'Arabie Saoudite ? Et s'il y a eu un moment de froid, c'est parce que la rue en Arabie Saoudite pensait différemment d'MBS. Oui, mais tous les Palestiniens aujourd'hui ne sont plus sur la ligne qu'ils avaient avant. Et ça, c'est aussi une des conséquences de la guerre. Si vous imaginez l'Europe, avant 1 ou 2 ans avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale, vous pouvez pas imaginer l'Europe d'après. C'est-à-dire que, encore une fois, la guerre actuelle change toujours la manière dont les choses vont se dérouler après. Et le après dépend entièrement de la façon dont ce conflit va se terminer. Donc la sortie du conflit est très importante pour bâtir l'avenir. Mais, quoi qu'il arrive, je pense personnellement que les Palestiniens tout seuls, à la sortie de la crise, face aux Israéliens, il n'y a aucune chance de s'en sortir. En tout cas, on n'est pas sorti de ce conflit, loin de là. Non, je pense que ça va durer encore longtemps. Et on y reviendra peut-être ensemble. Éric Danon, vous êtes l'ancien ambassadeur d'Israël, de France en Israël, pardonnez-moi. Oui, merci beaucoup, c'est dans ce sens-là que ça marche, merci. Le 18-20. Fabienne Synthèse sur France Inter. La suite ce soir, ça se passe au Sao Paulo, dans un quartier de craqueurs, de toxicos que la police oblige à bouger tout le temps, ce qui ne règle évidemment pas grand-chose. Pour aller jusqu'à 19h, le gang habituel, c'est Kevin Dufresne, sous les radars. Au Royaume-Uni, où un doigt d'honneur fait le tour d'Internet. Franck Maddevon et Le Monde à 18h50. Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. La stratégie du président ukrainien Zelensky, on ne fait pas d'erreur, on va gagner, est de plus en plus contestée. Stéphane Jourdain et la Tech la Première. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Fabienne. Comment l'armée israélienne se sert de l'intelligence artificielle pour multiplier les frappes à Gaza. Et vous allez voir, c'est fascinant. À tout de suite, tout le monde. Le tour de la planète s'arrête un instant près de Billie Eilish. What Was I Made For? C'est la BO évidemment du film Barbie. I used to float, now I just fall down. I used to know, but I'm not sure now what I was made for. What was I made for? Taking a drive, I was an ideal, looked so alive. Turns out I'm not real, just something you paid for. What was I made for? 'Cause I don't know how to feel, but I wanna try. I don't know how to feel.
Nous sommes au Brésil ce soir et très précisément dans un quartier de Sao Paulo qui s'appelle Cracolândia. Cracolândia comme crack, comme la drogue, parce que c'est ici que depuis plus de 30 ans, toute la misère de Sao Paulo est concentrée entre 1000 et 1500 personnes qui vivent dans des conditions très précaires sur une sorte de plage, pas d'eau, pas de toilette, pas de toit. Un territoire devenu une grande scène ouverte de consommation de tout type de drogue. Or, depuis quelque temps, la police a pour ordre de forcer les toxicos à se déplacer tout le temps. C'est donc devenu une espèce de flux mouvant qui entraîne de nombreux problèmes pour les habitants, les commerçants du centre et pour les toxicomanes eux-mêmes aussi. Évidemment, le reste, c'est Sarah Cozzolino qui raconte. Pedro Henrique se fait surnommer MCPA quand il slame. Il est arrivé sur le territoire de Cracolândia il y a 3 ans suite à une dispute familiale. Aujourd'hui, il vit dans la rue. C'est à la fois une prière et une affirmation que ma situation actuelle changera un jour. Et je demande à la population d'arrêter de juger, mais plutôt d'essayer d'aider ceux qui vivent sur le trottoir. Parce que ce n'est pas parce qu'on vit sur le trottoir qu'on est des voyous. Parfois, c'est juste le résultat d'un manque de travail, de mots réconfortants ou d'une famille, un soutien moral. Tout ça peut nous mener à cette situation. Comme lui, la majorité des personnes du territoire de Cracolândia sont des hommes noirs adultes dépendants de plusieurs drogues comme le crack ou la cocaïne, mais aussi l'alcool. Pour tenter de réduire les dommages liés aux drogues, l'association Teto Trampo Tratamento, un toit, un travail, un traitement, propose 25 places dans une auberge sociale et offre conjointement un traitement thérapeutique et une source de revenus aux personnes accueillies. Le principal problème n'est pas ce que le crack cause dans les corps de ces personnes. Leur problème se situe bien avant le crack. Car le crack n'est en fait qu'une tentative de remédier à une souffrance antérieure à l'usage de la drogue et qui souvent est liée à des situations comme un manque de structure familiale. C'est Flavio Falconi qui parle. Il est psychiatre et travaille à Cracolândia depuis plus de 10 ans. Selon lui, stigmatiser le crack permet de justifier les violentes opérations policières. Le médecin rappelle qu'il est très rare de mourir directement de l'usage de cette drogue dérivée de la cocaïne. Parmi les personnes qui meurent à cause de l'utilisation de drogue, 60% meurent d'homicide à cause de la guerre associée au crack, qui implique que ces personnes soient agressées chaque jour ou même tuées, comme c'est arrivé hier ici. Il y a eu un mort à Cracolândia hier. Selon certains, cet homme aurait été tué par une milice d'habitants du quartier. Selon d'autres, il s'agit d'un règlement de compte entre trafiquants. Les informations sont très difficiles à vérifier sur place. En mai 2022, une opération policière a vidé une grande place du centre, poussant ailleurs la masse des usagers de drogue. Cartographier la Cracolândia est un véritable défi que Aloysio Marino tente de mener avec d'autres chercheurs du Labicidade, un observatoire de la ville. Aujourd'hui, le flux vit en déplacement constant d'une rue à l'autre en fonction des opérations policières, ce qui engendre une situation d'insécurité pour les habitants et les commerçants. Énormément de commerces ont dû fermer. Beaucoup de gens ont peur de marcher dans la rue. Les habitants du quartier ont des problèmes de santé mentale à cause du bruit, des déchets qui jonchent les rues en permanence, de la situation d'insécurité qui les empêche de circuler. L'accent mis sur la sécurité publique est une politique contre-productive, selon Léon Garcia, psychiatre dans un centre d'accueil pour les usagers de drogue. Il souligne le manque d'articulation entre les différents secteurs publics. Quand la police arrive avec violence et les gens s'enfuient, souvent ils laissent le peu qu'ils portent avec eux et peut-être c'est le médicament que moi je leur ai prescrit au centre de traitement et qui ont perdu le peu d'argent qu'ils avaient, qui ont perdu leurs documents. Donc ça impose une désorganisation de la vie pour ces gens-là qui bien sûr contribue à l'usage de drogue. C'est pas le contraire. Il faut toujours recommencer. Ce sont des gens qui, toutes les semaines, tous les mois, ils recommencent à zéro. Depuis 30 ans, Cracolândia est un caillou dans la botte des maires de Sao Paulo. En 2024, le problème Cracolândia sera un enjeu crucial des élections municipales de la ville. Sarah Cozzolino pour le reportage. Merci beaucoup. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Kevin Dufresne.
Et nous sommes en Grèce, Kevin, avec cette question qui agite toutes les émissions de sport. Y aura-t-il des matchs de foot ce week-end ? Oui, parce que les arbitres de Super League, la première division grecque, ont annoncé avant-hier qu'ils seraient en grève à partir de la 14e journée, c'est-à-dire samedi. Ils cessent le travail, disent-ils, jusqu'à ce que les conditions deviennent normales pour leur intégrité physique. En gros, ras-le-bol de la violence qui gangrène le foot grec et qui les touche. Les affrontements en tribune sont réguliers et les arbitres sont, je cite, sont devenus une cible permanente, un punching ball, un bouc émissaire. Dimanche, le club de l'Olympiakos, mécontent que l'arbitre ait arrêté le match en raison justement d'affrontements, l'a traité de criminel dans un communiqué. Le mois dernier, la maison d'un arbitre, Andreas Gamaris, a même été visée par des explosifs. Pour les matchs à risque, ce sont des arbitres étrangers qui officient ces dernières années en Grèce. La fédération grecque de football soutient le mouvement et renvoie la balle au gouvernement. Il y a eu des réunions, mais pour l'instant, pas de solution. Et là, nous sommes au Pérou. Ce qu'on entend, c'est la joie des partisans de l'ancien président Fujimori. Libéré la nuit dernière, comme l'a ordonné la Cour constitutionnelle, Alberto Fujimori, 85 ans, souffre de problèmes respiratoires et neurologiques, raison suffisante selon la justice pour abréger sa peine. En 2009, celui qui a été président du Pérou de 1990 à 2000 a été condamné à 25 ans de prison pour crime contre l'humanité, jugé coupable d'avoir ordonné à l'armée de commettre des tueries dans le cadre de la lutte contre les guérillas d'extrême gauche au Pérou, notamment le Sentier Lumineux, un groupe maoïste. Des opérations qui ont fait des dizaines de victimes civiles. Ont suivi des scandales de corruption. Fujimori a ensuite cherché à briguer un troisième mandat alors qu'il n'avait pas le droit, chassé du pouvoir. Il s'est exilé pour échapper aux poursuites. La Cour interaméricaine des droits de l'homme était opposée à sa libération, en vain donc. Et puis nous voici donc au Royaume-Uni avec une présentatrice télé distraite. Oui, il est midi pile hier quand le journal commence et qu'apparaît comme chaque jour à 7h sur BBC News Mariam Moshiri, sauf que là, elle faisait un doigt d'honneur. Live from London, this is BBC News. Et ça l'a surprise de se rendre compte qu'elle était à l'antenne. Ça a duré une demi-seconde. Derrière, elle enchaîne, l'air grave et sérieux avec les titres de son journal. Mais trop tard, l'image est enregistrée, gravée dans la mémoire d'Internet que l'on sait taquine. Depuis hier, cet extrait fait le tour des réseaux sociaux, notamment X, où la journaliste s'est justifiée. Elle faisait le décompte des secondes avant l'antenne, dit-elle, passant de 10 doigts à 1, donc une blague, une mauvaise blague à son rédacteur en chef, dit-elle. Je n'ai pas réalisé que ce serait filmé. Je suis désolé si j'ai offensé qui que ce soit. En commentaire, les téléspectateurs, sont nombreux à dire que ça les a bien fait rire. Une lui suggère même de changer sa photo de profil en mettant une capture d'écran du moment fatidique. Je crois qu'il n'y a plus que ça à faire. Elle n'a pas encore changé. Elle devrait. Kevin Dufresne, merci beaucoup. Vous partez, Kevin, avec un duo de dingue, Johnny Cash et Joe Strummer, le leader des Clash. Dancing Song, c'était la chanson de Bob Marley d'ailleurs. Tout ça a été enregistré très peu de temps avant la mort de Clash et de Strummer d'ailleurs. Old pirates, yes they rob I, sold I to the merchant ship. Minutes after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs. Redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We got to fulfill the book. So won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I
Redemption songs, redemption songs, redemption songs. Old pirates, yes, they rob I, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. So won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs. All I ever had, redemption songs. These songs of freedom, songs of freedom. Johnny Cash et Joe Strummer, Redempting Songs sur France Inter. Le Monde, Redemption Song d'ailleurs, Le Monde à 18h50 et Franck Madvon. Fabienne Synthèse. Le 18-20. Et Franck, en Ukraine, les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour le président Volodymyr Zelensky. Ce soir, vous nous dites pourquoi sa stratégie est de plus en plus contestée. Dernière déconvenue pour Zelensky, c'était hier soir aux États-Unis. Le Congrès ne débloque pas la nouvelle enveloppe de plusieurs dizaines de milliards de dollars réclamée par la Maison-Blanche. Joe Biden lui-même a pourtant mouillé la chemise. Le président américain a tenu un peu plus tôt un discours solennel pour expliquer aux élus et à la population que les valeurs défendues par le pays dépendent de cette aide. Si Poutine s'empare de l'Ukraine, il ne s'arrêtera pas là. Mais de tels propos n'ont plus le même impact aux États-Unis. Les républicains remettent aujourd'hui en question le coûteux soutien à l'Ukraine. Pour eux, il y a d'autres priorités. Volodymyr Zelensky encaisse le coup. Un de plus, il a même renoncé avant-hier à s'adresser aux membres du Congrès. Contraste saisissant, Fabienne, il y a un an, presque jour pour jour, il était accueilli en héros à Washington pour sa première visite à l'étranger depuis le début de la guerre. Un avion affrété pour lui avec escorte aérienne, puis des ovations debout au Congrès. Aujourd'hui, beaucoup d'Américains semblent lassés de ses appels à l'aide et dans le monde occidental en général, on ne lui accorde plus le même crédit. Et Zelensky est par ailleurs contesté en Ukraine. Première fracture, la rivalité de plus en plus apparente entre Zelensky et son chef d'état-major, Valery Zaloujny. L'interview donnée par le général à The Economist le mois dernier a fait couler beaucoup d'encre. Zaloujny reconnaît que la contre-offensive lancée au printemps est un échec et estime qu'une guerre d'usure serait fatale à l'Ukraine. Un discours jugé défaitiste par le président ukrainien qui a contredit son chef d'état-major. Il ne s'agit pas d'une impasse pour les proches de Zelensky. Il ne peut y avoir de conflit entre les deux hommes puisque Zaloujny est le subordonné du président. Ce serait donc je décide, il exécute, pas tout à fait l'esprit d'une collaboration apaisée. Volodymyr Zelensky estime que les militaires ne doivent pas faire de politique. Il semble voir en Zaloujny, encore plus populaire que lui, un rival. Et puis, faut-il y voir un lien? Le commandant des forces d'opération spéciales a été écarté le mois dernier sans explication de la présidence, quelle que soit la raison du changement de poste. C'est un autre exemple des tensions entre le politique et le militaire. Et le président Zelensky, Franck, est accusé de concentrer trop de pouvoir. Des Ukrainiens le disent tout haut, comme le maire de Kiev, l'ancien boxeur Vitaly Klitschko. Bientôt, dit-il, nous ne serons plus différents de la Russie où tout dépend des caprices d'un seul homme. Certes, Klitschko et Zelensky ne s'entendent pas, mais l'élu local se fait le porte-voix d'opposants qui s'inquiètent de la mainmise sur le pouvoir de l'ex-acteur. Des élections étaient prévues en mars prochain. Volodymyr Zelensky les a repoussées. C'est la guerre, ce n'est pas le moment. Dans l'ensemble, les Ukrainiens sont d'accord, mais ils demandent aussi des avancées démocratiques au moment où le pays veut rejoindre l'Union européenne. En fait, Zelensky ne veut surtout pas laisser transparaître la moindre faille. Il continue à marteler que l'Ukraine a besoin d'armes, que la victoire est la seule issue, que tout le territoire doit être reconquis. Or, il est peut-être temps d'admettre des erreurs, de dire la vérité à l'Ukraine et au monde pour consolider des soutiens qui doutent. Franck Madvon, merci beaucoup. Le jeudi, c'est Stéphane Jourdain et c'est la Tech la première. France Inter. Le 18-20.
Stéphane, c'est peut-être la première fois que l'intelligence artificielle est utilisée à une telle échelle dans une guerre. Ça se passe depuis 2 mois à Gaza. Et ce qui vous permet d'en parler ce soir, c'est l'enquête d'un média indépendant. Oui, une longue enquête, Fabienne, 48 pages, très étayée, publiée dans le média en ligne Plus 972, où on trouve des journalistes israéliens et palestiniens. Cette enquête lève le voile sur Absora. Retenez bien ce nom. Absora, ça veut dire la nouvelle ou l'évangile en hébreu. Et c'est le nom donné par l'armée israélienne à sa plateforme d'intelligence artificielle. Cette enquête montre que le recours à l'IA par l'armée israélienne est massif, ce qui expliquerait pourquoi le nombre de victimes est si élevé. Et le site d'investigation, Stéphane, parle carrément d'une usine à cible. Le texte parle mot pour mot d'une usine à assassinat de masse, d'un véritable programme d'assistance au ciblage. Alors comment ça marche ? Étape 1, l'armée israélienne rentre des milliers de données. Renseignements vidéo, interception téléphonique, images satellites. Étape 2, ces données sont croisées entre elles, passées au tamis des objectifs de guerre et la plateforme livre minute par minute des nouvelles cibles à attaquer. Étape 3, des humains décident ou non d'engager le feu, c'est important d'insister sur ce point. L'IA livre une liste de cibles, elle ne les bombarde pas directement. Juste quelques chiffres pour bien comprendre. Lors des 35 jours de combat qui ont suivi l'attaque terroriste du Hamas, Israël a bombardé 15 000 cibles à Gaza. Ça fait plus de 400 cibles par jour. C'est un chiffre très élevé par rapport aux dernières opérations menées dans la bande. En 2021 ou en 2014, lors de la dernière incursion, le nombre des attaques était 4 fois moindre. Pour l'auteur de cette enquête, depuis 2 mois, l'IA permet à l'armée israélienne de ne jamais manquer de cibles. En 2014, l'armée israélienne est arrivée à court de cibles à bombarder, alors qu'il y avait une pression politique assez forte pour continuer la guerre. Et je pense que le recours de plus en plus important à l'intelligence artificielle, cette accélération dans la désignation de nouvelles cibles est une réponse à ça. Et ce que nos sources nous disent justement, c'est que cette IA génère cette espèce d'usine à assassinat de masse. Les militaires nous disent qu'ils sont jugés sur la quantité de cibles qu'ils arrivent à désigner, pas sur leur qualité. Tout ça pour créer un effet de choc. Un effet de choc qui s'explique aussi par le nombre de victimes collatérales tuées. Selon cette enquête, grâce à cette fameuse IA, l'armée israélienne sait assez précisément combien de dommages collatéraux peut provoquer chaque frappe. La plateforme permettrait même de paramétrer le nombre de victimes collatérales acceptables. Pour un responsable du Hamas ciblé, ce chiffre serait passé de quelques dizaines de morts à plusieurs centaines. Donc Stéphane, ce que vous dites, c'est que plus il y a de victimes dans ce conflit, enfin qu'il y a plus de victimes parce qu'il y a plus d'intelligence artificielle. Écoutez Fabienne, j'ai posé la question à une chercheuse de l'IFRI, spécialiste des armes autonomes, et sa réponse est très claire. On écoute Laure de Roussy-Rochegonde. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a plus de frappes dans ce conflit, parce qu'il y a de l'IA dans ce conflit, et que donc le ciblage est perfectionné à l'extrême et se fait à un rythme effréné. Et ça, forcément, s'il y a plus de frappes, il y a plus de victimes. Résultat, la promesse d'une guerre plus technologique, qui serait donc moins mortelle, vole en éclats. Très souvent, les partisans de l'usage des technologies dans la guerre, ils disent que les technologies, en particulier d'intelligence artificielle, permettent des frappes plus précises, mieux calculées, dénuées d'émotions même. Et donc, finalement, ça permet ce qu'on appelle parfois les frappes chirurgicales. Or, on voit bien que, en fait, la capacité à exercer une retenue ou non sur l'usage de la force ne dépend pas de la technique, mais d'une volonté politique. Cette stratégie, elle a un nom, Fabienne, ça s'appelle la riposte disproportionnée, mais elle n'est pas assumée par Israël dans le cadre du conflit actuel. Alors, si on s'éloigne un peu du Proche-Orient, quelle va être l'incidence de l'IA dans la guerre ? Est-ce que c'est juste une avancée technologique ou ça, c'est une révolution ? Alors, option 2, pour Laure de Roussy-Rochegonde, c'est une révolution. On dit souvent que l'intelligence artificielle est la 3e révolution dans les techniques de la guerre, après la poudre et l'arme nucléaire. Et je pense que cet exemple montre la capacité de rupture qui est associée avec ces technologies. Et donc cette révolution va donner un avantage concurrentiel extrêmement important pour ceux qui peuvent s'en doter. Antoine Borde est vice-président d'Helsing, société européenne spécialisée dans l'IA de défense. On fait souvent le parallèle avec l'apparition du radar, qui a permis au camp utilisant le radar d'avoir plus d'informations sur ce qui se passait que le camp en face. Puisqu'on parle de radar, pour donner un exemple concret, un avion de chasse doté d'une IA pourra plus facilement déterminer s'il est identifié par l'ennemi. Ce qui est extrêmement important pour la sécurité d'un avion de chasse, c'est de savoir, à l'échelle de la milliseconde, si un radar ennemi nous a vus. Donc, l'enjeu de l'intelligence artificielle pour un pilote de chasse est extrêmement clair.
C'est-à-dire que ça permet de voir en temps réel dans le brouillard radar. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les avions de chasse français aujourd'hui ? Ils sont dotés d'IA ou pas ? J'ai pas envie de m'attirer. Je préfère sauter cette question. Un secret bien gardé, mais les questions posées par l'usage de l'IA dans la guerre sont vertigineuses là aussi. Est-ce que la guerre ne va pas finir par devenir trop rapide et dépasser les capacités cognitives de l'humain, à l'image, Fabienne, de ce qu'on connaît déjà dans le micro-trading ? Eh ben, écoutez, c'est effrayant ce que vous nous dites, Stéphane Jourdain, mais passionnant. La tech, la première, tous les jeudis dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup. Le 18-20, la suite, c'est le journal de 19h avec Christelle Robière, et puis il y a le téléphone sonne. Bonsoir Philippe Lefébure. Bonsoir à tous. Alors, combien vous pesez, Philippe ? 7 tonnes 6. Voilà. Eh ben oui, je m'en sors bien côté transport. Pas d'avion cette année, mais alors la case alimentation, c'est terrifiant. On fait ça ce soir. On mesure notre empreinte carbone au téléphone sonne et on regarde le chemin à parcourir pour atteindre 2 tonnes. Véronique, je viens de faire le calcul. 5 tonnes 9 habitant à 5 km des commerces. Je ne me vois pas me passer de ma voiture. Monique, lorsque j'ai fait mon bilan carbone, j'étais très bas. À la fin, on m'a rajouté 2 tonnes pour la pollution collective. Je n'arriverai jamais à l'objectif. Enfin, Sophie, bonsoir. Je suis tombé de ma chaise. 10 tonnes. Malheureusement, je ne sais pas quoi changer dans mes habitudes. Alors, il faut quand même dire à nos auditeurs, 2 tonnes, c'est 2050. Donc, on peut y aller doucement. On en reparlera ensemble. Ce sera formidable au 01 45 24 7000. En attendant, il est 19h.